La brume matinale s'accrochait aux chênes anciens de Somerset Hall, tel un voile de veuve, transformant le paysage de novembre en quelque chose de fantomatique et d'irréel, comme si le monde lui-même pleurait la fin des jours plus chauds. Eleanor Ashworth se tenait à la fenêtre du salon de la douairière, ses doigts exercés arrangeant le service à thé avec une précision née de 2 décennies de service, observant le fils du jardinier ratisser les feuilles cuivrées en de grands monticules que le vent disperserait à nouveau dans l'après-midi. Un exercice futile, tout comme sa propre existence, pensa-t-elle, avec la mélancolie particulière qui la saisissait la plupart des matins désormais. Elle avait 40 ans, un fait qui pesait sur sa conscience d'un poids croissant à chaque anniversaire qui passait sans autre marque que le souvenir aimable de Lady Somerset, et elle avait accepté depuis longtemps que sa vie ne se mesurerait pas à ses propres joies, mais à sa capacité à anticiper et à satisfaire les besoins des autres. La théière en argent capta son reflet alors qu'elle la polissait jusqu'à ce qu'elle brille, et elle entrevit la femme qu'elle était devenue. Des cheveux plus gris que bruns maintenant, tirés en arrière en un chignon sage, des yeux encore clairs, mais encadrés de rides, qui parlaient de trop nombreuses nuits de lecture à la lueur insuffisante d'une bougie. Un visage qui aurait pu autrefois être qualifié de beau, mais qui ne transmettait plus que la compétence et la qualité invisible que toutes les dames de compagnie doivent cultiver pour survivre dans les grandes maisons. À travers le plancher parvenait le bavardage des jeunes servantes préparant la salle du petit déjeuner, et les oreilles d'Éléanor, entraînées à saisir les chuchotements qui se voulaient privés, distinguèrent son nom au milieu de leur amusement cruel. « 40 ans, et jamais un seul prétendant, vous imaginez ?» Vint la voix de Sarah, empreinte de la cruauté insouciante de ses 20 ans. Ma mère dit qu'aucun homme ne voudra d'une femme qui n'est plus dans la fleur de l'âge, et la fleur de mademoiselle Ashworth s'était fanée bien avant son arrivée ici. Les mots la frappèrent comme des coups familiers, encore douloureux malgré leur régularité, et Éléanor se força à poursuivre ses préparatifs sans pause, sans accuser réception, ses mains stables alors qu'elle mesurait le mélange de feuilles de thé préférées de la douairière, bien que quelque chose dans sa poitrine se contractât douloureusement. N'être plus dans la fleur de l'âge. L'expression résonnait dans les chambres de son cœur, où elle avait autrefois nourri de folles rêveries d'amour, de partenariat, d'une vie qui lui appartiendrait plutôt que d'exister au service des autres. Elle avait 19 ans lorsqu'elle était arrivée pour la première fois à Somerset Hall, orpheline et en quête désespérée de respectabilité, et elle s'était dit alors que sa position était temporaire, qu'un gentleman aux moyens modestes verrait certainement au-delà de son manque de fortune les qualités qu'elle possédait, son éducation, sa nature douce, sa capacité de dévouement. Mais les années s'étaient accumulées comme de la poussière dans les coins oubliés, et peu à peu, elle avait compris ce que le monde avait tenté de lui dire depuis le début, que les femmes comme elle, sans beauté, ni richesse, ni famille influente, étaient destinées à s'effacer à l'arrière-plan des histoires des autres, à être les mains qui versaient le thé, tournaient les pages et tenaient l'haleine, jamais les héroïnes de leur propre récit. L'horloge sonna 7 heures, ses carillons mesurés marquant un autre jour, dans une succession infinie de jours, et Éléanor souleva le plateau de thé, avec la grâce qui était devenue sa seconde nature. Se préparant à s'occuper de la routine matinale de Lady Somerset, emportant avec elle la résignation tranquille qui était à la fois son armure et sa prison, sans jamais imaginer qu'avant la fin du mois, un homme arriverait qui briserait toutes les certitudes qu'elle avait bâties autour de son cœur qu'elle croyait immariable. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale.
et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. La maisonnée se transforma l'après-midi suivant lorsque madame Dalton, l'intendante, rassembla les domestiques avec une gravité sans précédent pour annoncer que sa grâce, le duc de Thornwood, arriverait dans les 3 jours pour prendre résidence à Somerset Hall pour une visite de 15 jours avec Lady Somerset, et Elinor vit les couloirs familiers s'embraser dans une frénésie de préparatifs qui semblait ébranler les fondations mêmes de leur existence ordonnée. Chaque surface fut soumise à un polissage supplémentaire, chaque tapis battu avec acharnement, chaque lustre de cristal démonté et réassemblé avec un soin méticuleux, et Éléanore se trouva emportée dans le courant de l'activité, bien que sa responsabilité particulière n'émergeât que lorsque Lady Somerset la convoqua dans le salon du matin avec une demande qui envoya une vague glaciale dans ses veines. « Le duc est un érudit passionné, » expliqua Lady Somerset, ses mains âgées croisées sur sa canne. Ses yeux, toujours vifs malgré ses 70 ans, observant Elinor avec une expression qui aurait pu être du calcul, de la gentillesse, ou peut-être les deux. Il exigera que la bibliothèque soit préparée selon ces normes exigeantes, et vous, ma chère Éléanore, êtes la seule personne de cette maisonnée dotée d'une éducation suffisante pour disposer les volumes d'une manière qui lui plaira. Éléanore accepta la mission avec sa grâce habituelle, bien que son cœur martelât contre ses côtes, alors qu'elle descendait à la bibliothèque le même après-midi, les bras chargés de bougies neuves et de cire d'abeille, entrant dans la vaste pièce avec ses étagères du sol au plafond et l'odeur de cuir et de vieux papier qui lui avait toujours apporté du réconfort dans ses heures les plus solitaires. Elle arrangeait une collection de textes philosophiques lorsqu'elle entendit l'agitation dans le hall d'entrée, l'arrivée des chevaux, le bruit des malles que l'on déchargeait, la voix de madame Dalton s'élevant pour souhaiter la bienvenue. Et elle se figea, les mains encore posées sur le dos du traité de Locke, écoutant les pas qui semblaient résonner à travers la maison, avec une autorité qui la rendit vivement consciente de sa propre insignifiance. Lorsque la porte de la bibliothèque s'ouvrit, elle ne s'était pas encore ressaisie, et elle se tourna depuis l'échelle où elle était perchée pour se retrouver à regarder le visage d'un homme qui semblait taillé dans le même granit que les anciennes falaises au-delà du domaine, ses traits austères et autoritaires, ses yeux de la couleur des tempêtes d'hiver, sa grande silhouette vêtue de noir qui parlait d'un deuil récent, et pendant un instant suspendu, leurs regards se croisèrent, et Éléanore eut l'impression qu'il pouvait voir directement dans la forteresse soignée qu'elle avait construite autour de son cœur résigné. « Vous devez être mademoiselle Ashworth, » dit-il, sa voix portant les tons cultivés du privilège, tempérés par quelque chose de plus profond, de plus lasse. Lady Somerset a mentionné que sa dame de compagnie possédait un savoir peu commun. Éléanore descendit de l'échelle avec autant de dignité qu'elle put rassembler, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle faisait la révérence, murmurant les mots de bienvenue appropriés, tandis que chaque instinct criait que cet homme était dangereux pour son équilibre, si soigneusement maintenu. Il se déplaça dans la bibliothèque avec l'assurance de celui qui est habitué à posséder tout ce que son regard touche, examinant ses arrangements avec une attention qui semblait bien trop pénétrante, et lorsqu'il s'arrêta devant la section qu'elle avait consacrée à la philosophie naturelle, elle s'entendit offrir une explication de son système d'organisation qu'il reçut avec un hochement de tête qui aurait pu être de l'approbation. Puis la voix de Lady Somerset appela depuis le couloir, et le duc se tourna pour répondre à son appel, mais pas avant qu'Elinor ne surprenne la façon dont ses yeux revinrent sur elle une fois de plus, l'évaluant, la considérant, la voyant d'une manière qui la fit se sentir à la fois exposée et étrangement validée. Ce soir-là, lorsque madame Dalton apporta la nouvelle qui fit basculer le monde d'Elinor sur son axe, que Lady Somerset avait attrapé un terrible rhume
qui la confinerait au lit pendant toute la durée de la visite du duc, et qu'Eléonore, en tant que seule femme éduquée et raffinée de la maisonnée, devait servir d'hôtesse à sa place, Eléonore se retrouva à s'agripper au dossier d'une chaise pour se soutenir, son esprit vacillant devant l'impossibilité de ce qu'on lui demandait, l'inconvenance pour une dame de compagnie rémunérée de prétendre à un tel rôle, la certitude absolue qu'elle serait écrasée sous le poids d'attentes qu'elle ne pourrait jamais satisfaire, tout en sachant que le refus était impensable, que le devoir exigeait qu'elle acceptât cette charge impossible, et que quelque part dans les chambres terrifiées de son cœur, un espoir dangereux et insensé commençait à déployer ses ailes malgré toutes les leçons que la vie lui avait apprises sur la folie de rêver au-delà de son rang. Eléonore se tenait au bout de la table de la salle à manger ce soir-là, avec la sensation d'avoir été placée sur une scène sans avoir appris son texte, la lueur des bougies projetant des ombres qui semblaient danser moqueusement sur la nappe en damas, alors qu'elle tentait d'incarner un rôle pour lequel 40 ans de vie l'avaient laissée totalement dépourvue. Et de l'autre côté, de l'étendue d'acajou poli, se trouvait le duc de Thornwood, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une intensité qui la rendait vivement consciente de chaque geste, chaque mot, chaque souffle qu'elle inspirait dans ses poumons contractés. Le premier plat arriva avec une lenteur angoissante, et elle se força à faire la conversation sur le domaine, sur l'automne exceptionnellement doux, sur tout ce qui pourrait combler le silence qui s'étendait entre eux comme un abîme qu'elle n'avait aucun moyen de franchir. Mais les réponses du duc étaient mesurées et réfléchies d'une manière qui suggérait qu'il l'étudiait plutôt que de simplement échanger des amabilités. Et lorsque le laquais débarrassa les bols de soupe, sa grâce se pencha en arrière dans sa chaise avec une expression qui aurait pu être de l'amusement, de la curiosité ou toute autre chose. « J'ai remarqué dans la bibliothèque que vous aviez placé l'œuvre de Wollstonecraft parmi les textes philosophiques plutôt qu'avec les romans, observa-t-il, sa voix portant une note qui semblait destinée à l'attester. Et Eléonore sentit la chaleur familière de l'examen envahir ses joues, même si elle leva le menton avec la dignité qu'elle put rassembler. Une défense des droits de la femme et de la philosophie, votre grâce, indépendamment du sexe de l'auteur ou de la détermination de la société, à rejeter ces arguments comme de simples sentiments, répliqua-t-elle, les mots sortant avec plus de force qu'elle ne l'avait prévu, née de 2 décennies où sa propre intelligence avait été traitée avec condescendance et diminuée, et elle vit quelque chose changer dans l'expression du duc, quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'approbation réchauffant ses yeux de tempête hivernale. Les domestiques échangèrent des regards qu'elle pouvait lire même sans tourner la tête, leur chuchotement scandalisé portant juste assez pour qu'elle saisisse les mots présomptueuse et oubliant sa place. Et Éléonore sentit la honte familière commencer à monter avant que la voix du duc ne coupe le fil de ses pensées en spirale avec une douceur inattendue. « Je suis tout à fait d'accord, mademoiselle Ashworth, bien que j'avoue avoir rencontré peu de gens prêts à exprimer une telle opinion, et encore moins qui ont clairement lu l'œuvre avec l'attention qu'elle mérite. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il lui parlait, comme si elle était son égale, plutôt qu'une dame de compagnie rémunérée, présumant bien au-dessus de son rang, qui fit trembler les défenses soigneusement construites d'Éléonore comme des feuilles d'automne dans un vent naissant. Le reste du dîner se passa dans un brouillard de conversation allant de la littérature à la politique, en passant par les questions philosophiques qui avaient occupé les penseurs pendant des siècles, et Éléonore se surprit à répondre avec une aisance qu'elle n'avait pas connue depuis sa jeunesse, avant que le monde ne lui apprenne que les femmes, surtout les femmes célibataires, vieillissantes et sans fortune, étaient destinées à orner plutôt qu'à contribuer, à être d'accord plutôt qu'à débattre, à s'effacer plutôt qu'à briller. Et pourtant voici cet homme, ce duc dont l'importance était si loin au-dessus de la sienne qu'elle en était risible, traitant ses observations comme dignes de considération,
et l'expérience la laissa étourdie d'émotions qu'elle ne pouvait nommer et n'osait pas examiner. Lorsque la soirée se termina enfin et qu'elle se retira dans sa petite chambre sous les combles, Éléanore trouva le sommeil impossible, son esprit rejouant chaque instant du dîner, chaque regard que le duc lui avait lancé, chaque fois où il avait semblé la voir vraiment plutôt que de simplement regarder à travers elle vers quelque chose de plus important au-delà, et elle se dit sévèrement qu'elle était sotte, que sa courtoisie ne signifiait rien de plus que de la bonne éducation, que les hommes de son rang ne voyaient pas les femmes comme elle autrement que comme des commodités, et pourtant, même en formulant ses pensées, elle se souvint de la façon dont son regard s'était attardé lorsqu'il lui avait souhaité bonne nuit, de la façon dont sa voix s'était adoucie lorsqu'il l'avait remerciée pour sa compagnie. Et dans l'obscurité de sa chambre, Eleanor Ashworth resta éveillée jusqu'à l'aube, prise entre la terreur d'espérer et la terreur plus grande encore de ce que cela pourrait signifier si cet espoir, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, n'était pas entièrement infondé. Eleanor descendit à la bibliothèque le lendemain matin, avec l'intention de se perdre dans le confort familier du catalogage et du rangement, espérant que le travail méthodique pourrait apaiser les pensées tumultueuses qui l'avaient tourmentée pendant une autre nuit blanche. Mais elle avait à peine commencé que la porte s'ouvrit, et que le duc entra avec une expression qui suggérait que lui aussi avait cherché refuge dans ce sanctuaire de cuir, de papier et de sagesse accumulée. « Mademoiselle Ashworth » la salua-t-il avec une légère inclination de la tête. Sa voix portant cette même qualité d'attention réfléchie qui l'avait tant déstabilisé la veille, et elle fit la révérence en réponse, murmurant quelque chose d'approprié sur l'espoir qu'il ait bien dormi, bien que les ombres sous ses yeux suggérassent que son repos n'avait pas été plus réussi que le sien. Ils restèrent un moment dans la tension particulière qui semblait caractériser chacune de leurs interactions, puis il se dirigea vers les étagères avec une désinvolture qui ne masquait pas tout à fait sa détermination, retirant un volume qu'elle reconnut comme les œuvres satiriques de Swift, et lorsqu'il se tourna vers elle avec une question pour savoir si elle avait lu, une modeste proposition. Eleanor se trouva entraînée dans une conversation qui commença timidement, mais gagna en chaleur et en élan, alors qu'ils découvraient leur appréciation commune pour l'esprit déployé au service de la critique sociale. Le duc possédait un humour pince sans rire qui émergeait à des moments inattendus, révélant des profondeurs sous son extérieur austère, et lorsque Eleanor se risqua à commenter qu'elle préférait la clarté sauvage de Swift à la satire plus douce de leur propre époque, elle vit quelque chose s'allumer dans son expression qui aurait pu être du plaisir, de la reconnaissance, ou peut-être du soulagement de trouver quelqu'un qui comprenait la distinction. « Vous avez un esprit remarquable, mademoiselle Ashworth, » dit-il après qu'ils eurent débattu des mérites de divers satiristes. Et il y avait quelque chose dans son ton qui la rendit vivement consciente qu'ils étaient seuls dans la bibliothèque, sans chaperon d'une manière qui scandaliserait quiconque le saurait. Pourtant, elle ne put se résoudre à se replier sur la distance exigée par la bienséance. « Puis-je vous demander comment vous êtes parvenu à une telle éducation ? C'est peu commun, même parmi les femmes de rang supérieur. » Eleanor sentit la honte familière commencer à monter. L'histoire de sa chute de la petite noblesse modeste à celle de dame de compagnie rémunérée étant une blessure qui n'avait jamais tout à fait guéri. Et elle esquiva, avec une aisance exercée, offrant de vagues références à la bibliothèque de son père et à ses propres inclinations pour l'étude, mais le regard pénétrant du duc suggéra qu'il entendait ce qu'elle n'avait pas dit. Les pertes et les déceptions qui l'avaient amené à cette situation réduite, et ses paroles suivantes furent prononcées avec une douceur inattendue. « Quel que soit le chemin qui vous a mené ici, mademoiselle Ashworth, il a clairement été un chemin qui vous a raffiné plutôt que diminué. » Et Eleanor sentit les larmes lui piquer les yeux à cette validation venant d'un homme dont l'opinion ne devrait pas importer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, importait plus qu'elle n'osait l'admettre.
Puis il fit une observation sur la traduction d'Homère par Pope, qui lui parut si merveilleusement absurde qu'elle rit, un son de gaieté authentique qui les surprit tous les deux, et pendant un moment parfait, ils se tinrent dans un amusement partagé, les barrières de rang, de situation et de convenance se dissolvant dans le simple plaisir de la camaraderie intellectuelle. Mais alors Éléanore vit l'expression du duc changer, le vit se souvenir de qui il était et de qui elle était, et du gouffre impossible entre eux, et il se retira dans un formalisme si brusque qu'elle ressentit la perte comme un coup physique. Il s'excusa avec une courtoisie froide, qui ne portait aucune trace de leur chaleur antérieure, laissant Éléanore seule parmi les livres, le cœur battant et les pensées en désordre, prise entre l'espoir dangereux et insensé que ce qu'elle avait ressenti en ces moments avait été réel et mutuel, et la certitude écrasante qu'elle n'était qu'une distraction passagère pour un homme d'importance, qu'elle s'était permis de rêver au-delà de toute raison, et que le réveil de tels rêves la laisserait plus brisée que toutes ses déceptions précédentes combinées. 3 jours passèrent dans une suspension particulière du temps où Éléanore se trouva prise entre les rythmes de ses devoirs familiers et les heures étranges et sans précédent passées en compagnie du duc, car il avait demandé son aide pour cataloguer une collection de volumes rares ayant appartenu à son défunt père, et bien qu'elle sût qu'elle aurait dû refuser, aurait dû insister sur le fait qu'une telle tâche dépassait ses attributions en tant que dame de compagnie de Lady Somerset, elle se trouva incapable de refuser lorsqu'il la regarda avec ses yeux de tempête hivernale qui semblaient voir au-delà de toutes les défenses qu'elle avait soigneusement construites au cours de 2 décennies de dévalorisation. Ils travaillaient côte à côte dans la bibliothèque chaque après-midi, la lumière d'automne traversant obliquement les hautes fenêtres et projetant des motifs sur le tapis de Turquie pendant qu'ils examinaient les reliures et comparaient les éditions, et peu à peu, si progressivement qu'Éléanore ne put déterminer le moment où cela commença, le formalisme du duc s'adoucit en quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amitié, ses observations passant de purement savantes à personnelles, ses questions sondant doucement la vie qu'elle avait vécue et les pensées qu'elle nourrissait sous son calme exercé. « Je me demande, mademoiselle Ashworth, si vous avez toujours été satisfaite de votre position, » dit-il un après-midi, alors qu'ils examinaient une première édition du « Paradis perdu », sa voix portant cette qualité de curiosité sincère qui rendait l'esquive non seulement malhonnête, mais en quelque sorte cruelle, et Éléanore se surprit à répondre avec plus de vérité qu'elle ne l'avait prévu, parlant de la mort de son père et de la découverte que son domaine avait été hypothéqué au-delà de toute possibilité de recouvrement, des choix qui s'étaient rétrécis devant elle jusqu'à ce que le travail de dame de compagnie ne semble plus un choix du tout, mais le seul chemin restant pour une femme sans fortune, ni famille, ni l'éclat de la jeunesse qui aurait pu lui assurer un mari avant que le désastre ne frappe. Le duc écouta avec une attention qui ressemblait à un contact physique, et lorsqu'elle termina son récit hésitant, il resta silencieux un long moment avant de prononcer des mots qui lui transpercèrent le cœur par leur compréhension inattendue. La solitude est une prison d'un genre particulier, n'est-ce pas? On peut être entouré de gens, d'importance et de responsabilité, de tous les attributs que la société considère comme une réussite, et pourtant se sentir totalement, profondément seul. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, une douleur qui correspondait à la sienne, et Éléanore leva les yeux pour trouver son expression sans défense d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, le duc austère remplacé momentanément par un homme qui semblait aussi perdu qu'elle, et à ce moment-là, elle comprit que sa grande vie n'avait pas été plus épanouissante que sa situation réduite, que le privilège ne pouvait acheter la compagnie des âmes, et son cœur se tourna vers lui avec une compassion qui la terrifia par son intensité. Puis ils tendirent tous les deux la main vers le même volume, un traité de philosophie stoïcienne, et leurs mains se frôlèrent, le contact envoyant une décharge à travers tout le corps d'Éléanore
qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique et tout à voir avec la conscience soudaine et viscérale de lui en tant qu'homme, plutôt que simplement en tant que duc. Et elle se retira comme si elle s'était brûlée, balbutiant quelque inanité sur le fait qu'elle ne voulait pas être présomptueuse, tandis que lui aussi se retirait dans un formalisme rigide, s'excusant pour sa maladresse, bien qu'ils sussent tous deux que le contact avait été accidentel et la réaction tout sauf accidentelle. L'après-midi se termina dans une politesse maladroite qui ne pouvait tout à fait masquer le changement qui s'était produit, et Éléanore s'enfuit dans sa chambre dès qu'elle le put, pour se réprimander vertement d'avoir permis à de folles rêveries de prendre racine dans un sol qui ne pouvait nourrir que le chagrin, d'avoir imaginé que sa solitude pourrait d'une manière ou d'une autre être destinée à rencontrer la sienne, d'être, à 40 ans, aussi susceptible à l'illusion romantique que n'importe quelle jeune fille à sa première saison. La compréhension fragile et hésitante qui avait commencé à s'épanouir entre Éléanore et le duc fut brisée par l'arrivée de Lady Pemberton 3 jours plus tard. Sa voiture balayant l'allée avec toute l'autorité impérieuse de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans les hiérarchies du monde, et Éléanore sut dès l'instant où elle aperçut la sœur du duc descendre dans un tourbillon de soie coûteuse et de dédain à peine dissimulé que le sanctuaire temporaire qu'elle avait trouvé dans leur conversation de bibliothèque était sur le point d'être démoli par l'intrusion brutale de la réalité et du rang. Lady Pemberton était belle à la manière des femmes qui n'avaient jamais connu le besoin ou l'incertitude, sa beauté préservée par le confort et l'importance, et elle traversa les couloirs de Somerset comme si elle conférait une faveur par sa seule présence, ses yeux perçants ne manquant rien et trouvant beaucoup à critiquer, bien que ses piques les plus acérées fussent réservées à Éléanore, qu'elle rencontra dans le salon et évalua avec le genre d'appréciation approfondie et dédaigneuse que l'on pourrait accorder à un mobilier de provenance douteuse. « Ainsi, vous êtes la dame de compagnie que mon frère a mentionnée dans ses lettres, » dit Lady Pemberton, son ton transmettant ce que ses mots ne disaient pas, que l'existence même d'Éléanore était en quelque sorte un affront, et lorsqu'Éléanore fit la révérence avec la déférence appropriée à leurs rangs respectifs, elle surprit la courbe cruelle de la bouche de l'autre femme, la satisfaction de celle qui a confirmé ses plus basses attentes. Quel sens pratique de la part de Lady Somerset d'employer quelqu'un d'un âge mûr. Je suppose qu'à votre âge, il ne peut y avoir de question d'inconvenance, aucun risque de complications malheureuses. Les mots la frappèrent comme des coups, chacun précisément calibré pour rappeler à Éléanore son état immariable, son apparence fanée, son inaptitude fondamentale à quoi que ce soit au-delà du rôle de servante qu'elle occupait, et bien qu'Éléanore maintînt son calme avec la dignité qu'elle avait apprise au fil d'années d'humiliation subtile, elle sentit quelque chose en elle se flétrir et mourir, l'espoir insensé qu'elle avait à peine reconnu s'éteindre aussi complètement qu'une bougie dans le vent d'hiver. Au dîner ce soir-là, les yeux du duc cherchèrent les siens à travers la table avec une intensité qui la fit détourner le regard, incapable de supporter le poids de l'émotion qu'elle y lisait. Et lorsque Lady Pemberton fit une remarque cinglante sur la tragédie des femmes qui ne parvenaient pas à s'assurer un mari dans leur jeunesse et étaient ainsi condamnées à la dépendance, Éléanore sentit plutôt qu'elle ne le vit. La main du duc se crispait sur son verre de vin, sa mâchoire se serrait d'une manière qui suggérait une colère à peine contenue, mais sa défense d'elle, quand elle vint, fut si subtile que sa sœur ne la reconnut probablement même pas comme telle, simplement une observation calme que l'intelligence et le caractère étaient des vertus qui s'amélioraient avec l'âge plutôt que de diminuer, contrairement au charme superficiel que la société prisait à tort. Éléanore s'excusa dès que la bienséance le permit, se retirant dans sa petite chambre où était sa place.
où la prétention d'être autre chose qu'une dépendante rémunérée pouvait être abandonnée, mais même là, elle ne put s'échapper, car plus tard dans la soirée, elle descendit pour récupérer un livre qu'elle avait laissé dans la bibliothèque et entendit des voix dans le salon, celle de Lady Pemberton, portant clairement à travers la porte partiellement ouverte, alors qu'elle détaillait ses plans pour présenter le duc à plusieurs jeunes dames convenables à leur retour à Londres, des femmes de bonne naissance et de bonne fortune, et, souligna-t-elle avec un venin particulier, des femmes dans la première fleur de l'âge, qui pourraient lui donner des héritiers et honorer sa position comme une duchesse le devrait. Cet isolement particulier a clairement affecté votre jugement, mon frère, déclara Lady Pemberton. Mais je vais y remédier assez rapidement. Mademoiselle Hartley est particulièrement charmante, seulement 22 ans, avec une dot de 30 000 livres, et la jeune Waverley, bien que pas aussi favorisée, a des relations impeccables. Vous ne pouvez pas continuer quoi que ce soit, avec cette dame de compagnie vieillissante. C'est indigne de vous. Eleanor n'attendit pas d'entendre la réponse du duc, ne pouvant supporter d'entendre s'il la défendrait à nouveau, ou si les mots de sa sœur lui rappelleraient l'impossibilité de ce qui ne pourrait jamais être, et elle s'enfuit dans sa chambre, le cœur brisé et les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de verser, la réalité se réaffirmant avec toute la cruauté de la vérité après une belle illusion. Et elle sut avec une certitude absolue que tout ce qu'elle avait imaginé naître entre eux n'avait été rien de plus que son propre fantasme désespéré, que le duc retournerait à son monde d'importance et de parti convenable, et qu'elle resterait exactement ce qu'elle avait toujours été, invisible, immariable, une femme dont la saison était passée depuis longtemps, si tant est qu'elle fût jamais arrivée. Eleanor ne pouvait plus supporter la maison après cette soirée, ne pouvait endurer le poids de la présence de Lady Pemberton, ni la distance prudente que le duc maintenait désormais en compagnie de sa sœur, et elle s'enfuit donc dans les jardins au crépuscule, cherchant du réconfort dans l'air d'automne qui portait l'odeur des feuilles mortes et de l'hiver approchant, enroulant son châle fermement contre le froid qui semblait émaner autant de son propre cœur que du ciel qui s'assombrissait. Et c'est là, à l'abri de la vieille tonnelle où les roses avaient depuis longtemps fini de fleurir, qu'elle le trouva debout, seul, le dos tourné, les épaules rigides d'une tension qu'elle pouvait lire même à distance, et elle faillit faire demi-tour, faillit se retirer pour préserver la distance appropriée que l'arrivée de sa sœur avait si brutalement réimposée, mais quelque chose dans sa silhouette solitaire l'arrêta, un écho de la solitude qu'il avait avouée dans la bibliothèque, qui appelait à sa propre solitude, et elle se surprit à marcher vers lui, malgré tout instinct de conservation. Il se tourna au bruit de ses pas, et dans la lumière déclinante, elle vit son visage dépouillé de son habituel calme austère, vit quelque chose de brut et de blessé dans son expression qui lui fit oublier la bienséance et le rang, et quand il parla, sa voix était rauque d'une émotion à peine réprimée, alors qu'il disait « Pardonnez-moi, mademoiselle Ashworth, je trouve que je suis de piètre compagnie ce soir. » Mais il ne fit aucun mouvement pour partir, et Eleanor, enhardie par l'intimité du crépuscule et le désespoir, resta où elle était, cherchant des mots qui pourraient apaiser la douleur dont elle était témoin sans outrepasser les limites qui séparaient leur monde. « Ma défunte épouse, » commença-t-il brusquement, les mots semblant s'arracher de lui contre sa volonté, a été choisie pour moi quand j'avais 26 ans, sélectionnée par mon père pour sa lignée impeccable et sa fortune considérable, et j'ai accompli mon devoir comme on l'attendait. L'ai épousée avec toute la cérémonie appropriée, l'ai installée comme duchesse de Thornwood, et pendant 15 ans, nous avons vécu dans la même maison, partagé la même table, sommes apparus ensemble aux exigences de la société, et pourtant nous étions des étrangers jusqu'au jour de sa mort, de parfaits étrangers, exécutant la performance du mariage, sans jamais toucher à la réalité de la connexion. Et je pensais que c'était simplement ce qu'était le mariage, ce que tous les mariages devaient être, cette danse prudente d'obligation
et de vide. Le cœur d'Éléanore se contracta de compassion pour la désolation dans sa voix, pour le gâchis d'années passées en proximité sans intimité, et elle se rapprocha, attirée par l'instinct d'offrir le réconfort que sa présence pourrait apporter. Et quand elle parla, ses mots ne portaient aucun jugement. Seulement une douce compréhension née de ses propres années de solitude et de perte. « Vous ne pouvez vous en vouloir pour une situation arrangée par d'autres, » dit-elle doucement, « ni pour avoir échoué à créer de la chaleur là où aucune n'a été plantée. » Et le duc se tourna pour lui faire face entièrement, ses yeux cherchant les siens dans l'obscurité grandissante, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je n'ai jamais connu de véritable camaraderie, » avoua-t-il, et il y avait quelque chose de presque désespéré dans son aveu, comme si les mots avaient été enfermés en lui pendant des années et ne pouvaient plus être contenus. Jamais connu la rencontre des esprits et des cœurs dont parlent les poètes, jamais imaginé que c'était même possible jusqu'à ce que... Il s'arrêta, et Éléanore sut avec une certitude absolue ce qu'il avait été sur le point de dire, pouvait sentir les mots non dits suspendus entre eux comme une présence physique, et l'air sembla s'épaissir de toutes les choses impossibles qu'aucun d'eux ne pouvait reconnaître, avec l'intimité croissante qui défiait toutes les règles de rang et de convenance. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant, assez près pour qu'Éléanore puisse voir le pouls battre à sa gorge, puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps dans l'air frais du soir, et quand il leva la main comme pour toucher son visage, elle se balança vers lui comme une plante vers la lumière du soleil, impuissante face à l'attraction d'une connexion qu'elle ne s'était jamais attendue à ressentir. Mais avant que le contact ne puisse se faire, le son de voix parvint de la maison, des domestiques appelant le duc pour s'occuper d'une affaire qui requérait son attention, et la réalité revint en force avec tout son poids écrasant, alors qu'il s'écartait, la main du duc retombant à son côté, et Éléanore se détournant pour cacher les larmes qui menaçaient de couler, tous deux se repliant dans la sécurité de la distance et du formalisme, même si quelque chose à l'intérieur d'Éléanore se brisait, l'espoir luttant avec la raison et la raison gagnant parce qu'il le fallait, parce que les rêves étaient pour les jeunes filles et qu'elle avait 40 ans et devrait savoir mieux que d'imaginer que le moment de vulnérabilité d'un duc signifiait autre chose qu'une solitude temporaire, cherchant un réconfort temporaire. Même si son cœur traître lui chuchotait que ce qu'elle avait vu dans ses yeux était quelque chose de bien plus profond, de bien plus dangereux, de bien plus impossible qu'elle n'osait le croire. Une semaine s'était écoulée depuis cette soirée intense dans le jardin, et la maisonnée de Somerset s'était installée dans un rythme étrange et tendu d'évitement et de conscience, Éléanore se retirant dans l'ombre de son rôle approprié, tandis que le duc se déplaçait dans les couloirs, avec une frustration à peine réprimée, que tout le monde pouvait sentir, mais que personne n'osait reconnaître, jusqu'au matin où Lady Somerset apparut au petit déjeuner, l'air remarquablement rétabli. Sa maladie étant passée avec une sorte de synchronisation opportune qui fit soupçonner à Éléanore que la douairière avait été bien moins handicapée qu'elle ne l'avait laissé croire à tout le monde, et avec le rétablissement de Lady Somerset vint la conclusion inévitable du bref et impossible mandat d'hôtesse d'Elenor, le retour à sa juste place dans la hiérarchie de la maisonnée, et l'annonce du duc, livrée au petit déjeuner avec un formalisme soigné, qu'il devait retourner à Londres dans les 2 jours pour s'occuper d'affaires qui ne pouvaient plus être reportées. Elenor sentit les mots comme un coup physique, bien qu'elle gardât son visage calme et ses mains stables, alors qu'elle versait le thé de Lady Somerset, jouant si parfaitement la servante invisible qu'on aurait pu croire qu'elle n'avait jamais présidé ces mêmes pièces, qu'elle ne s'était jamais assise à cette table pour s'engager dans un discours intellectuel avec un duc qui la regardait comme si elle comptait, et elle se dit que c'était approprié, que c'était juste, que c'était l'ordre naturel qui se réaffirmait après un étrange intermède qui n'aurait jamais dû se produire, et pourtant quelque chose dans sa poitrine se sentait écrasé et brisé au-delà de toute réparation. La dernière soirée,
arriva avec la cruelle rapidité de toutes les fins. Et Lady Somerset avait organisé un dîner formel avec plusieurs familles des domaines environnants, des notables locaux venus rendre hommage au duc et qui traitaient Éléanore avec le dédain désinvolte réservé aux dames de compagnie rémunérées, parlant autour d'elle et à travers elle comme si elle n'était qu'un autre meuble dans la pièce. Et elle reprit son invisibilité habituelle avec une grâce née d'une longue pratique, assise au bout de la table près de Lady Somerset, allant chercher le châle de la douairière sur demande, lui offrant son bras lorsque la vieille femme se levait, accomplissant tous les petits services qui définissaient son existence, tandis que le duc tenait sa cour parmi ses égaux sociaux, et prétendait, avec plus ou moins de succès, qu'il ne remarquait pas la relégation d'Éléanore au statut de servante. Pourtant, Éléanore sentit ses yeux sur elle tout au long de l'interminable repas, sentit le poids de son regard comme un contact à travers la table bondée, et lorsqu'elle osa lever les yeux, elle vit un mécontentement si à peine dissimulé dans son expression qu'elle dut détourner le regard, incapable de supporter la preuve que peut-être, impossiblement, cette restauration de la distance appropriée le dérangeait autant qu'elle, bien que l'on ne voie pas à quoi un tel dérangement pourrait servir, alors que les hiérarchies du monde étaient immuables et qu'elle avait 40 ans sans fortune, ni beauté, ni jeunesse pour la recommander à la considération d'un duc. La soirée se termina par une formalité douloureuse, le duc souhaitant bonne nuit à Lady Somerset et à ses invités avec une courtoisie impeccable, et lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Éléanore à travers le salon, il passa entre eux quelque chose de si chargé, de si désespéré et de si non dit qu'elle sentit les larmes menacées, et elle fit la révérence les yeux baissés, murmurant les mots de gratitude appropriés pour sa visite, tandis qu'il resta figé pendant un moment qui s'étira en éternité avant d'incliner la tête en guise d'acquiescement et de se détourner, et Éléanore sut avec une certitude absolue que demain il partirait et qu'elle ne le reverrait plus jamais, que ce qui avait brièvement vacillé entre eux serait éteint par la distance et le devoir et la réalité insurmontable de leurs différentes conditions. Et elle se retira dans sa chambre cette nuit-là, en sachant qu'elle avait été folle, au-delà de toute mesure de se permettre ne serait-ce qu'un instant d'espoir, ne serait-ce qu'un battement de cœur de croire qu'un homme comme le duc de Thornwood pourrait jamais voir une femme comme elle comme autre chose qu'une commodité temporaire. Un bref répit à la solitude qui ne signifiait rien à la dure lumière des attentes de la société et de ses propres responsabilités envers son rang. Le matin du départ du duc se leva froid et brumeux, le genre de journée grise de novembre qui semblait vider le monde de toute couleur pour ne laisser que des tons sourds de perte et de faim, et Éléanore s'habilla avec une précision mécanique dans sa sobre tenue de dame de compagnie, ses doigts stables alors qu'elle épinglait ses cheveux, bien que son cœur se sentît comme du verre brisé dans sa poitrine, et elle descendit dans le hall d'entrée où la maisonnée s'était rassemblée pour dire adieu à leur invité de marque, maintenant le calme que des années de service lui avaient appris même si tout en elle criait contre cette séparation inévitable. Le duc sortit de la salle du petit déjeuner dans ses vêtements de voyage, en tout point le noble puissant, son visage arrangé dans le masque austère qu'il portait pour le monde, et il remercia Lady Somerset avec une formalité parfaite pour son hospitalité, salua les domestiques assemblés avec une grâce appropriée, puis ses yeux trouvèrent ceux d'Éléanore à travers le hall bondé, et quelque chose vacilla dans leur profondeur, quelque chose de désespéré et de réticent qui lui coupa le souffle, même si elle fit la révérence le regard baissé, jouant son rôle à la perfection, parce que c'était tout ce qui lui restait maintenant, tout ce qu'elle pouvait contrôler, alors que son cœur se brisait. Il s'approcha d'elle en dernier, et la maisonnée se tut comme si elle sentait une tension qu'elle ne pouvait nommer. Et quand il prit sa main pour lui dire au revoir, ses doigts s'attardèrent sur les siens un instant de trop,
son pouce effleurant ses jointures dans une caresse si légère que quiconque aurait pu l'imaginer, et sa voix, quand il parla, était rauque d'une émotion réprimée, alors qu'il disait « Merci, mademoiselle Ashworth, pour votre aide inestimable pendant mon séjour. Vous avez été des plus gracieuses, et je n'oublierai pas votre gentillesse. » Et les mots formels ne signifiaient rien, tandis que ses yeux disaient tout, parlant de regrets, de désirs et de désirs impossibles qui ne pourraient jamais être reconnus dans cet espace public. Eleanor murmura quelque chose d'approprié en réponse, bien qu'elle ne pût se souvenir plus tard des mots qu'elle avait utilisés. Consciente seulement de sa main chaude autour de la sienne et de la connaissance que dans quelques instants il la lâcherait et s'en irait, et qu'elle ne sentirait plus jamais cette connexion, cette reconnaissance, ce sentiment dévastateur d'être vraiment vue par une autre âme. Puis il la relâcha, reculant avec une réticence visible, et elle le regarda monter dans son élégante voiture, regarda la porte se fermer et les chevaux avancer, regarda jusqu'à ce que le véhicule disparaisse le long de la longue allée dans la brume, devenant d'abord une ombre puis rien du tout, et ce n'est que lorsqu'il eut complètement disparu qu'elle se permit de respirer, de sentir, de reconnaître le chagrin qui la submergea comme une vague menaçant de l'entraîner sous l'eau. La maisonnée se dispersa pour ses tâches et Éléanore se retira dans sa petite chambre sous les combles, la pièce qui avait été son refuge pendant des années et qui ressemblait maintenant à une prison. Et là, enfin seule, elle s'effondra sur la chaise près de sa fenêtre étroite et pleura avec une violence qui l'effraya, de grands sanglots déchirants qui semblaient venir d'un endroit plus profond que ses poumons, pleurant non seulement le départ du duc, mais la mort de l'espoir lui-même, la fin de ce bref et brillant intermède où elle avait été assez folle pour imaginer qu'une femme de 40 ans, sans rien pour la recommander, pouvait importer à un homme d'une telle importance, et elle se dit sauvagement que c'était le prix à payer pour avoir laissé les rêves prendre racine, que c'était ce qui arrivait quand on oubliait sa place et qu'on tendait la main vers des choses à jamais hors de sa portée. Les semaines qui suivirent passèrent dans une mélancolie grise qui s'installa sur Eleanor comme un brouillard, et elle reprit son existence invisible avec une rigueur qui fit commenter aux domestiques de la maison que mademoiselle Ashworth semblait encore plus silencieuse que d'habitude, encore plus renfermée, et elle accomplit ses devoirs avec une efficacité mécanique sans rien ressentir, s'occupant de Lady Somerset avec une compétence exercée, tandis que son propre cœur restait gelé. Et l'automne s'approfondit en hiver, et Éléanore se dit que c'était simplement la vie, que ce retour au vide était l'état naturel des choses, et que la quinzaine avec le duc avait été une aberration, un rêve étrange dont elle s'était enfin, douloureusement, réveillée à la froide réalité. 3 semaines plus tard, Éléanore accomplissait ses tâches matinales habituelles dans les appartements de Lady Somerset, arrangeant la correspondance de la douairière et préparant son plateau de petit déjeuner, lorsque le majordome arriva avec le courrier, et parmi les lettres habituelles se trouvait une lettre portant le sceau du duc de Thornwood, et les mains d'Éléanore tremblèrent alors qu'elle posait la théière, son cœur commençant un martèlement douloureux dans sa poitrine, bien qu'elle se dît sévèrement que la lettre concernait sûrement une affaire de domaine ou une politesse sociale qui n'avait absolument rien à voir avec elle. Lady Somerset ouvrit la lettre avec une lenteur exaspérante, tandis qu'Eleanor feignait de s'occuper à redresser les rideaux déjà droits. Puis la douairière émit un petit son d'intérêt qui fit se tourner Éléanore malgré elle, et elle trouva Lady Somerset la regardant avec une expression d'amusement si complice qu'Éléanore sentit la chaleur lui monter aux joues avant même que la vieille femme ne parle. « Ma chère Éléanore, » dit Lady Somerset, ses yeux pétillants d'un plaisir réprimé, « il semble que le duc de Thornwood ait écrit avec une demande très particulière. Il demande si je pourrais me passer de vous pour que vous vous rendiez à Londres, afin de servir de dame de compagnie à sa jeune nièce, Lady Catherine, qui est récemment venue vivre avec lui
et requiert les conseils d'une femme raffinée et éduquée, et il parle en termes très élogieux de votre caractère et de vos accomplissements, et suggère que vous seriez idéalement adapté à ce rôle. Eleanor sentit la pièce vaciller légèrement, sentit son calme soigneusement reconstruit se fissurer et se briser, alors que l'espoir et la terreur se livraient une bataille dans sa poitrine, et elle s'entendit dire d'une voix qui semblait lointaine et étrange. « Votre seigneurie ne peut certainement pas se passer de moi. Mes devoirs ici sont trop essentiels. » Même si son cœur traître chantait à la possibilité de le revoir, d'être près de lui-même dans la relation convenable et distante d'employeur et de dame de compagnie. Lady Somerset posa la lettre et regarda Eleanor avec une expression de douce compréhension qui suggérait que la douairière voyait bien plus qu'Eleanor n'avait jamais eu l'intention de révéler. Et elle dit doucement « Mon cher enfant, l'âge ne m'a pas si mal servi que je ne puisse reconnaître ce qui s'est passé entre vous et sa grâce pendant sa visite, et je pense qu'il est peut-être temps que vous vous autorisiez la possibilité du bonheur plutôt que de vous cacher pour toujours dans l'ombre de ma maisonnée. » Eleanor sentit les larmes menacer à la gentillesse dans la voix de la vieille femme, et elle protesta faiblement au sujet de la bienséance et de l'impossibilité de la situation et de sa propre inaptitude, tous les arguments qu'elle s'était répétés pendant les longues semaines grises depuis le départ du duc. Mais Lady Somerset balaya ses objections d'un geste impatient et dit fermement « Vous accepterez ce poste, Eleanor, parce que la vie est trop courte pour refuser chaque occasion de joie par peur, et parce que le duc de Thornwood n'est pas un homme qui fait des demandes frivoles, et parce que je me suis suffisamment attaché à vous ces dernières années pour souhaiter vous voir vivre plutôt que simplement exister. » Eleanor resta figée au centre de la pièce, son esprit parcourant 1000 considérations, objections et terreurs, l'inconvenance d'aller à Londres pour vivre dans la maison du duc même en tant que dame de compagnie de sa nièce, les chuchotements et les spéculations qui suivraient inévitablement, l'agonie d'être près de lui tout en maintenant une distance convenable. Et pourtant, sous toutes ces peurs, coulait un courant de désir désespéré qu'elle ne pouvait plus nier, un désir ardent de revoir son visage, d'entendre sa voix, d'exister une fois de plus dans cette atmosphère chargée où elle se sentait vraiment vivante. Et elle pensa à sa main s'attardant sur la sienne au moment du départ, pensa à la façon dont il l'avait regardée à travers cette dernière table de dîner, et elle se surprit à dire dans un murmure « J'accepterai, si votre seigneurie le juge convenable. » Et Lady Somerset sourit avec une telle satisfaction qu'Eleanor soupçonna que la douairière avait été entièrement complice de cet arrangement depuis le début, avait peut-être même encouragé la demande du duc, et alors qu'Eleanor retournait dans sa chambre pour composer son acceptation, elle sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qui aurait pu être du courage, ou qui aurait pu être le premier retour timide de l'espoir. Le voyage d'Eleanor à Londres dura 2 jours dans la propre voiture du duc qu'il avait envoyée pour son confort. Une attention qui la toucha et la terrifia à la fois, alors qu'elle regardait la campagne familière de Somerset céder la place à des villages, des villes de marché, et enfin à l'immensité tentaculaire de la capitale elle-même, et à chaque kilomètre parcouru, elle sentait son courage vaciller, même si quelque chose en elle s'animait d'anticipation à la perspective de le revoir, d'exister une fois de plus en sa présence, bien qu'elle se rappelât sévèrement qu'elle venait en tant que dame de compagnie de sa nièce, rien de plus, un poste de service aussi élevé soit-il par rapport à ses circonstances précédentes. L'hôtel particulier de Mayfair qui s'éleva devant elle, alors que la voiture s'arrêtait, dépassait tout ce qu'Eleanor avait imaginé dans ses proportions élégantes et sa façade imposante. Ses fenêtres brillant sous le pâle soleil de décembre, et alors que des laquais en livrée descendaient pour l'aider à sortir de la voiture, elle se sentit vivement consciente de sa simple robe de voyage et de ses modestes bagages, se sentit reculer dans l'invisibilité
qui avait été sa protection pendant tant d'années. Pourtant, le majordome qui l'accueillit à la porte la traita avec une déférence qui suggérait que le duc avait donné des instructions explicites sur sa réception, s'adressant à elle comme Mademoiselle Ashworth, avec un respect habituellement réservé aux relations familiales plutôt qu'aux simples dames de compagnie. On la conduisit à une suite de chambres au 2e étage qui lui coupa le souffle par leur luxe inattendu. Un salon et une chambre à coucher décorée de bleu et de crème doux, avec une vue sur les jardins privés de la place, des quartiers bien plus beaux que tous ceux qu'elle avait occupés dans sa vie, et alors qu'elle ôtait son chapeau avec des mains tremblantes, elle se demanda ce que signifiait cette générosité, si elle signifiait la considération sincère du duc, ou simplement son sens aristocratique de l'hospitalité convenable. Et elle avait à peine commencé à déballer ses affaires lorsqu'un léger coup retentit à sa porte, et une jeune femme entra sans attendre la permission, tout en boucles sombres, yeux pétillants et énergie irrépressible. « Mademoiselle Ashworth, je suis si ravi que vous soyez venue. Je suis Catherine, et mon oncle m'a tant parlé de vous que j'ai l'impression que nous sommes déjà amis, » déclara la jeune fille. Et Éléanore se trouva embrassée avec un enthousiasme qui la laissa momentanément sans voix, et en regardant le visage intelligent de Lady Catherine, elle y vit une perspicacité qui suggérait que la jeune fille de 17 ans comprenait bien plus que sa jeunesse ne pourrait l'indiquer, vit une étincelle de complicité dans ses yeux qui fit se demander à Éléanore ce que le duc avait exactement révélé de leur connaissance. Catherine bavarda joyeusement en aidant Éléanore à ranger ses affaires, posant des questions sur Somerset, les livres et 1000 autres sujets avec un intérêt sincère. Et Éléanore se sentit se détendre en la présence chaleureuse de la jeune fille, sentit la terrible tension qui l'avait saisie depuis qu'elle avait accepté ce poste commencer à s'apaiser, et lorsque Catherine lui prit le bras pour la conduire en bas pour le thé, elle se sentit presque optimiste quant à ce nouveau chapitre étrange de sa vie, du moins jusqu'à ce qu'elles atteignent le salon et qu'elle voie le duc debout près de la cheminée, et alors tout son calme soigneusement construit menaça de se briser à sa vue. Il se tourna lorsqu'elles entrèrent, et pendant un instant sans défense, son visage révéla tout, la joie, le soulagement et le désir si nu qu'Éléanore sentit ses genoux faiblir. Mais alors le masque ducal descendit, et il s'inclina formellement en disant de cette voix profonde qui hantait ses rêves: « Mademoiselle Ashworth, bienvenue chez moi. J'espère que votre voyage a été confortable. » Et Éléanore fit la révérence et murmura des réponses appropriées, tandis que son cœur martelait si fort qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre. Et ils s'assirent pour le thé, avec Catherine bavardant entre eux, et tout au long du repas, Éléanore sentit les yeux du duc sur elle, sentit son regard comme un contact physique même lorsqu'elle gardait ses propres yeux soigneusement baissés, et lorsqu'enfin le dîner fut annoncé et qu'il offrit son bras pour escorter les 2 dames à la salle à manger, sa main se referma sur la sienne avec une pression qui en disait long dans son intensité silencieuse, et Éléanore sut avec une certitude absolue que les semaines à venir mettraient à l'épreuve chaque once de retenue qu'elle possédait, car être près de lui et maintenir une distance convenable serait la torture la plus douce et la plus exquise qu'elle ait jamais endurée. La première incursion d'Eléanore dans la société londonienne eut lieu 4 jours après son arrivée, lorsque le duc insista pour qu'elle et Catherine assistent à une soirée musicale chez la comtesse de Hartwick, une matrone redoutable dont l'approbation pouvait faire ou défaire la saison d'une jeune femme, et Éléanore avait protesté qu'il serait plus approprié pour elle de rester à la maison pendant que Catherine faisait ses débuts sous l'escorte du duc, mais il l'avait regardée avec une telle intensité et avait dit: « Je désire votre compagnie, mademoiselle Ashworth, et je n'entendrai aucun argument à ce sujet. » sur un ton qui ne souffrait aucune contestation, et elle se retrouva donc dans le salon scintillant de la comtesse,
vêtue d'une robe de soie prune foncée, que Catherine avait insisté pour qu'elle achète, se sentant vivement consciente d'être la femme la plus âgée présente, qui ne soit ni mariée, ni chaperon, à titre officiel. Les chuchotements commencèrent presque immédiatement. Elle les entendit onduler à travers les invités rassemblés comme le vent dans les feuilles d'automne, les têtes tournées, les éventails levés et les regards à peine dissimulés. Et bien qu'elle gardât son visage calme et sa posture droite, elle ressentit chaque spéculation chuchotée comme un coup physique, entendit les remarques cinglantes que les locuteurs ne faisaient aucun effort réel pour lui cacher. Imaginez, le duc amenant la dame de compagnie de sa nièce à la soirée musicale de Hartwick comme si elle était une invitée de marque, dit une matrone à sa compagne d'une voix conçue pour porter, et à son âge, on pourrait penser qu'elle aurait la décence de rester invisible comme il sied à son rang. Et une autre répondit avec une douceur malveillante. Peut-être que le pauvre homme ne se rend pas compte de ce que cela paraît. Il a été si longtemps sans épouse qu'il a oublié les convenances, bien que quelqu'un devrait sûrement l'informer qu'il a besoin de sang neuf dans sa maisonnée, pas d'une vieille fille de compagnie fanée. Éléonore sentit la couleur quitter son visage, puis y revenir dans une vague d'humiliation, sentit ses mains trembler alors qu'elle serrait plus fort son éventail, mais elle garda la tête haute et sourit à Catherine qui se tenait à côté d'elle, l'air furieux en son nom, et elle murmura doucement. « Ne leur prêtez aucune attention, ma chère, allons trouver nos places pour le spectacle. » Bien qu'à l'intérieur elle sentit quelque chose se briser, sentit l'espoir fragile qu'elle s'était permis commencer à s'effriter sous le poids du jugement cruel de la société. Le duc était de l'autre côté de la pièce, parlant avec plusieurs gentlemen, lorsqu'Éléonore et Catherine entrèrent, mais elle vit le moment précis où il prit conscience des chuchotements et des regards, vit son expression se transformer d'une attention polie à quelque chose de sombre et de dangereux, et il s'excusa auprès de ses compagnons et traversa la pièce avec une détermination si délibérée que les conversations s'interrompirent sur son passage, et lorsqu'il atteignit le côté d'Éléonore, il lui prit la main et la plaça sur son bras avec une possessivité qui envoya des murmures choqués à travers l'assemblée. Et il la regarda avec une telle tendresse qu'elle sentit les larmes menacer malgré sa détermination à garder son calme. « Vous semblez pâle, mademoiselle Ashworth, » dit-il doucement, sa voix destinée à ses seules oreilles, bien que ses yeux balayassent la pièce avec un avertissement sans équivoque. « Voudriez-vous prendre l'air dans la véranda avant que la musique ne commence ?» Et Éléonore hocha la tête muettement, le laissant l'escorter hors du salon, tandis qu'elle sentait le poids de dizaines de regards scandalisés suivre leur départ. Et une fois qu'ils atteignirent de l'intimité relative de la véranda avec ses palmiers imposants et ses fleurs exotiques, il se tourna vers elle et dit avec une fureur à peine contrôlée. « J'ai vu leur visage, j'ai entendu leur poison, et je ne tolérerai pas un tel traitement envers vous. » Et Éléonore se surprit à dire d'une voix brisée. « Ils ont raison, votre grâce, je ne devrais pas être ici. Ma présence compromet votre position et les perspectives de Catherine. J'ai été sotte d'accepter votre invitation à Londres. » Mais il lui saisit les mains et dit avec une intensité féroce. « Ils ne savent rien de la vraie valeur, Éléonore. Ils mesurent de la valeur en jeunesse, en fortune et en relations. Mais ils sont aveugles au caractère, à l'intelligence et à la beauté rare d'une âme qui a été raffinée par le temps et l'expérience, et je ne permettrai pas que leur cruauté étroite diminue ce que j'ai trouvé en vous. » Catherine se révéla être une conspiratrice romantique, délicieusement perspicace dans les jours qui suivirent la soirée musicale, car la jeune femme avait observé avec ses yeux vifs de 17 ans la façon dont son oncle regardait Éléonore quand il se croyait inaperçu, avait remarqué comment toute sa physionomie se transformait quand Éléonore entrait dans une pièce, comment son regard la cherchait pendant le dîner et s'attardait sur son visage quand elle était engagée dans une conversation,
et Catherine avait également été témoin de la retenue prudente d'Éléanore, de la façon dont elle se tenait à l'écart malgré le désir qui vacillait parfois dans ses yeux avant qu'elle ne le réprime impitoyablement. Et la jeune fille avait apparemment décidé que ces deux personnes qui étaient si manifestement faites l'une pour l'autre avaient simplement besoin d'un léger encouragement pour surmonter les barrières absurdes que la société et leurs propres peurs avaient érigées entre elles. Cela commença par de petites machinations, Catherine prétextant la fatigue ou un mal de tête à des moments stratégiques pour que Éléanore et le duc soient laissés seuls dans le salon après le dîner, ou Catherine se souvenant soudain d'une lettre urgente qu'elle devait écrire juste au moment où ils s'installaient tous dans la bibliothèque pour une soirée de lecture. Et Éléanore reconnaissait les stratagèmes transparents de la jeune fille, mais s'en trouvait reconnaissante, même si la bienséance exigeait qu'elle proteste. Car ces heures volées seules avec le duc devinrent les moments qu'elle chérissait le plus, où il pouvait parler librement de livres, de philosophie et de l'état du monde, où son formalisme se dissolvait progressivement et où elle apercevait l'homme sous la réserve ducale, seul et avide de connexions authentiques. La plus mémorable des interventions de Catherine eut lieu lorsqu'elle proposa une excursion éducative au British Museum, prétendant un intérêt passionné pour les antiquités qu'Éléanore soupçonnait d'être entièrement fabriquées, et lorsqu'ils arrivèrent au grand bâtiment, Catherine développa une fascination soudaine pour les artefacts égyptiens, dans une galerie tout à fait distincte de celle abritant les marbres d'Elgin, où Éléanore et le duc se retrouvèrent seuls parmi les anciennes sculptures grecques. Et là, dans cet espace caverneux rempli de la beauté silencieuse de l'art séculaire, ils marchèrent lentement ensemble, discutant des mérites de l'esthétique classique par rapport à l'esthétique romantique, et le duc parla avec une animation qu'Éléanore avait rarement vue en lui, sa prudence habituelle s'effaçant alors qu'il désignait les frises et expliquait ses théories sur la relation entre l'art et la vérité. Et elle se surprit à répondre avec une passion égale, leur conversation s'écoulant avec l'aisance d'une longue amitié, et à un moment donné, il s'arrêta devant une sculpture de deux personnages dans une étreinte éternelle et dit doucement « Je me surprends à chercher votre opinion sur toutes les questions, Eleanor. Je réalise que j'en suis venu à compter sur votre sagesse et votre perspective d'une manière que je n'avais jamais anticipée, et la pensée de prendre une décision importante sans connaître d'abord vos pensées me semble impossible maintenant. » Et elle leva les yeux vers lui, le cœur dans la gorge, voyant dans ses yeux quelque chose qui allait bien au-delà de la simple appréciation intellectuelle, quelque chose qui lui coupa le souffle et fit trembler ses défenses prudentes. Il s'était attardé si longtemps au musée que Catherine finit par venir les chercher, et sur le chemin du retour en voiture, la jeune fille les regarda avec une telle satisfaction complice qu'Éléanore se sentit rougir comme une jeune femme, et ce soir-là, alors que Catherine l'aidait à s'habiller pour le dîner, la jeune femme dit avec une franchise surprenante « Vous tenez à lui, n'est-ce pas, mademoiselle Ashworth, et il tient très certainement à vous. Je n'ai jamais vu mon oncle aussi vivant qu'il l'a été ces dernières semaines. » Et Éléanore avait commencé à protester au sujet de la bienséance et de l'impossibilité d'une telle connexion. Mais Catherine lui avait pris les mains et avait dit avec une sagesse au-delà de son âge « L'âge n'est qu'un nombre lorsque les cœurs s'accordent, mademoiselle Ashworth. Mon oncle a vécu 45 ans et n'a jamais regardé personne comme il vous regarde. Et vous méritez d'être heureuse après avoir passé tant d'années invisibles et sous-estimées. Et je pense que vous êtes peut-être tous les deux précisément ce dont l'autre a besoin. » Et bien qu'Éléanore secoua la tête et murmura que Catherine était une jeune fille romantique voyant ce qu'elle souhaitait voir, quelque chose dans son cœur avait changé à ces mots, une dernière barrière de résistance commençant à se fissurer, et elle se permit pour la première fois de contempler l'espoir tremblant que peut-être l'amour ne lui était pas entièrement inaccessible après tout. La soirée au théâtre arriva avec toute la promesse scintillante de la saison sociale londonienne, car le duc avait réservé sa loge privée à Covent Garden
pour une représentation du Don Giovanni de Mozart, et Éléanore s'était habillée avec un soin particulier dans une robe de soie saphir que Catherine avait insisté pour qu'elle fasse ressortir la profondeur de ses yeux, bien que, tandis que leur voiture cahotait à travers les rues éclairées par les lampadaires, Éléanore sentit l'anxiété familière monter dans sa poitrine à la perspective d'être exposée au regard scrutateur de la société. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent et que le duc l'aida à descendre de la voiture avec une attention si soignée, ses doigts s'attardant sur les siens plus longtemps que la bienséance ne l'exigeait, elle sentit un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, ou peut-être simplement la dangereuse intoxication d'être vue comme quelque chose de plus qu'invisible. Le théâtre flamboyait de la lumière des bougies, du froufrou de la soie et des parfums mêlés de cire. Et alors qu'il se dirigeait vers la loge du duc, Éléanore était vivement consciente des têtes qui se tournaient, des éventails qui s'ouvraient brusquement pour masquer des observations chuchotées, des sourcils levés et des regards entendus. Mais le duc garda fermement sa main sur son bras et la guida avec un soin si propriétaire qu'elle se trouva capable de lever le menton et de rencontrer ses regards avec dignité. Une fois installée dans l'intimité de la loge, avec ses rideaux de velours cramoisi et ses chaises dorées, elle se sentit se détendre légèrement alors que l'orchestre commençait à accorder ses instruments. L'opéra commença avec toute sa splendeur dramatique, mais Éléanore se trouva moins absorbée par la représentation que par l'homme à ses côtés, car le duc avait déplacé sa chaise infinitésimalement plus près de la sienne, de sorte que leurs épaules se touchaient presque, et quelque part pendant le premier acte, elle sentit sa main trouver la sienne dans l'obscurité entre leurs sièges, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, avec une certitude si tendre que son souffle se coupa et son cœur se mit à battre la chamade. Elle resta assise là, dans l'ombre de la loge, vivement consciente de ce seul point de contact, de la chaleur de sa paume contre la sienne, de la façon dont son pouce traçait de petits cercles sur le dos de sa main, comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Et elle pensa qu'aucune musique ne pourrait être plus douce que cette communication silencieuse entre eux, cette reconnaissance de quelque chose de trop profond pour les mots. Le charme se rompit pendant l'entr'acte lorsque Lady Pemberton apparut à leur loge accompagnée de deux jeunes femmes d'une beauté si éthérée et d'une richesse si évidente qu'Éléanore sentit son cœur se serrer, car la sœur du duc entra avec une détermination impérieuse et dit d'une voix qui porta jusqu'aux loges voisines. « Alexander, quelle chance que je vous trouve ici. Vous devez rencontrer Lady Arabella Winthrop et Mademoiselle Cecilia Hartstone, deux des jeunes dames les plus accomplies de la saison, et j'ai pris la liberté de les inviter à se joindre à nous pour le deuxième acte. » Et les jeunes femmes minaudaient et faisaient la révérence, tandis que Lady Pemberton ignorait ostensiblement la présence d'Éléanore, comme si elle ne faisait que partie du mobilier. Éléanore commença à retirer sa main de celle du duc et à se lever pour faire de la place, supposant qu'on s'attendait à ce qu'elle cède sa place à ces créatures étincelantes qui représentaient tout ce que la société jugeait approprié pour la considération d'un duc. Mais la main du duc se resserra sur la sienne, la maintenant en place, et il se leva avec une formalité si froide que la température dans la loge sembla chuter, et il dit d'une voix de glace et d'autorité absolue : « Lady Pemberton, vous présumez trop. Je n'ai pas invité d'autres personnes dans ma loge ce soir, et je dois vous demander d'emmener vos compagnes ailleurs, car mademoiselle Ashworth et ma nièce sont ma compagnie choisie ce soir, et je n'en requiers aucune autre. » Et le visage de Lady Pemberton s'empourpra d'indignation, tandis que les deux jeunes femmes regardaient entre le duc et Éléanore avec une compréhension naissante et un dédain mal dissimulé. Et le duc ajouta avec une emphase délibérée : « Mademoiselle Ashworth est mon invitée d'honneur, et je vous saurai gré de vous en souvenir à l'avenir. » Et bien que sa sœur balbutia des protestations sur la bienséance et sa position, il se détourna simplement d'elle et reprit son siège à côté d'Éléanore,
lui prenant à nouveau la main avec une tendresse si possessive que des halètements se propagèrent dans les loges voisines où ce petit drame avait été observé avec un vif intérêt, et Éléanore resta assise, figée d'horreur et d'émerveillement, sachant qu'il venait de faire une déclaration publique qui mettrait tout Londres en ébullition avec le scandale, terrifiée d'avoir causé un tort irréparable à sa réputation, mais incapable de nier la joie féroce qui l'inondait de l'avoir choisi si publiquement au détriment des attentes de la société. Éléonore retourna à l'hôtel particulier cette nuit-là, l'esprit en plein désarroi, car la déclaration publique du duc avait déclenché une tempête de scandale dont elle savait qu'elle ne ferait que s'envenimer d'heure en heure. Allongée sans sommeil dans sa chambre, observant les ombres danser sur le plafond, elle pouvait entendre dans son imagination tous les chuchotements cruels qui circuleraient dans les salons de Londres dès le matin, les spéculations sur les artifices qu'elle avait dû employer pour piéger un duc, les affirmations vicieuses qu'une femme de 40 ans n'avait pas le droit d'aspirer à un tel mariage, les prédictions de son regret inévitable lorsqu'il reprendrait ses esprits et réaliserait les dommages que sa présence causait à son prestige. Et bien que son cœur s'envolât au souvenir de sa main tenant la sienne si tendrement dans l'obscurité, à la façon dont il l'avait défendue devant sa sœur et toute la société, elle savait avec une froide certitude qu'elle ne pouvait pas lui permettre de sacrifier sa réputation et sa position pour elle. Car qu'était son bonheur comparé à la ruine qu'elle lui apporterait? Que valaient ses rêves insensés face à la réalité des responsabilités d'un duc et aux attentes de son rang? Au moment où la première lueur grise de l'aube se glissa par ses fenêtres, Éléanore avait pris sa décision. Avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, elle commença à faire ses bagages avec une précision méthodique, pliant chaque vêtement avec soin et plaçant ses quelques biens dans la valise de voyage usée qui l'avait accompagnée pendant tant d'années de service discret. Tout en travaillant, elle composa dans son esprit la lettre qu'elle lui écrirait, les mots qui expliqueraient pourquoi elle devait partir même si son cœur se brisait, pourquoi elle ne pouvait être la cause d'un scandale qui entacherait son nom et nuirait à sa position parmi ses pairs, pourquoi l'aimer signifiait le libérer pour qu'il puisse faire un mariage convenable avec une jeune femme de naissance impeccable qui lui apporterait alliance, héritier et l'approbation de la société plutôt que des chuchotements et de la honte. Elle était en train de sceller la lettre à la cire lorsque Catherine fit irruption dans sa chambre sans frapper, la jeune femme encore en chemise de nuit, les cheveux en désordre sur les épaules. Les yeux de Catherine se posèrent immédiatement sur la valise faite et la lettre sur le secrétaire, et elle s'écria « Non, mademoiselle Ashworth, vous ne pouvez pas vouloir partir. Pas maintenant que mon oncle a enfin trouvé le courage de se déclarer, pas alors que je l'ai vu plus heureux ces dernières semaines que je ne l'ai jamais connu. » Mais Éléanore secoua la tête et dit doucement « Chère Catherine, vous êtes jeune et romantique, et vous ne comprenez pas les réalités du monde. Je ne peux pas permettre au duc de se ruiner pour moi. La société n'acceptera jamais ce mariage, et il en viendra à m'en vouloir pour les dommages que j'aurai causés à sa réputation. » Catherine lui saisit les mains avec une force surprenante et dit d'un ton pressant « Vous devez lui parler avant de partir, vous lui devez au moins cela. Il mérite de savoir pourquoi vous l'abandonnez, alors qu'il a tout risqué pour vous revendiquer publiquement. » Éléanore secouait la tête et tendait la main vers sa valise lorsque des pas lourds résonnèrent dans le couloir et le duc lui-même apparut sur le seuil, encore dans ses vêtements de soirée de la veille, comme s'il n'avait pas dormi du tout. Catherine avait dû lui faire passer le mot dès qu'elle avait découvert l'intention de fuite d'Éléanore. Éléanore se retrouva à reculer vers la fenêtre alors que des larmes commençaient à couler sur son visage, et elle dit d'une voix brisée « Votre grâce, je ne peux pas rester. La nuit dernière, vous êtes devenu le sujet d'un scandale à cause de moi, et je ne le permettrai pas. J'ai 40 ans,
j'ai passé tout espoir de mariage, et la société ne vous pardonnera jamais de m'avoir choisi plutôt que les jeunes femmes qu'elle juge appropriées. Je ne peux supporter de voir votre réputation s'effondrer à cause de ma présence dans votre vie. » Mais le duc traversa la pièce en 3 longues enjambées, prit son visage entre ses mains avec une telle tendresse que son souffle se coupa, et il dit d'une voix rauque d'émotion: « Vous parlez de l'âge comme s'il vous diminuait, Éléanore, mais il vous a raffiné pour faire de vous tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il vous a donné la sagesse, la compassion et une profondeur de compréhension qu'aucune jeune femme fraîchement sortie du pensionnat ne pourrait posséder. Et si la société ne peut voir votre valeur, alors au diable la société, car je ne vous perdrai pas à cause de leurs jugements arbitraires et de leurs attentes cruelles. » Éléanore se tenait tremblante devant lui, des larmes coulant sur son visage, tandis que les mains du duc berçaient ses joues avec une douceur si exquise. Puis, à son grand étonnement, il la lâcha et lentement, délibérément, s'agenouilla devant elle dans cette modeste chambre, sous le regard ébahi de Catherine depuis le seuil. Il prit les mains d'Éléanore dans les siennes et leva les yeux vers elle avec une vulnérabilité si à vif que son souffle s'arrêta dans sa poitrine, car voici l'un des pères les plus puissants d'Angleterre agenouillé devant une dame de compagnie, sans le sou, comme si elle était une reine, et il dit d'une voix qui tremblait sous la force d'une émotion trop longtemps contenue: « Eleanor Ashworth, j'ai vécu 45 ans sur cette terre, et je n'ai jamais compris ce que signifiait voir vraiment une autre personne jusqu'à ce que je vous rencontre. Je n'ai jamais su que la camaraderie pouvait exister entre un homme et une femme, jusqu'à ces jours dans la bibliothèque de Somerset, où vous m'avez parlé non pas comme à un duc, mais comme à un homme. Je n'ai jamais compris que l'amour pouvait être construit sur le respect mutuel et la compréhension partagée, plutôt que sur le simple devoir ou la passion fugace. » Et Éléanore tenta de parler, de protester, mais il serra ses mains et continua avec une urgence désespérée. « Je vous aime depuis ces premiers jours, bien que j'ai été trop lâche pour l'admettre, même à moi-même. J'ai aimé la façon dont vous vous déplaciez dans les pièces avec une grâce silencieuse, comme si vous aviez peur de prendre de la place dans le monde, alors que vous méritez de le commander. J'ai aimé votre intelligence que vous tentiez de cacher derrière la déférence. J'ai aimé la bonté dans vos yeux lorsque vous pensiez que personne ne regardait. J'ai aimé la façon dont vous écoutiez comme si ce que je disais comptait vraiment. Et j'ai été à moitié vivant toutes ces semaines à essayer de trouver le courage de dire ce que mon cœur a su avec une certitude absolue. » Il prit une inspiration tremblante, et Éléanore vit des larmes briller dans ses propres yeux, alors qu'il prononçait les mots qui allaient changer le cours de toute son existence. « Épousez-moi, Éléanore, non pas malgré vos années, mais à cause d'elles, parce que vous comprenez la vie, la perte et le courage qu'il faut pour espérer à nouveau quand l'espoir a été déçu, parce que vous avez assez vécu pour connaître la valeur d'une connexion authentique, parce que votre âme a été raffinée par l'expérience en quelque chose d'infiniment plus précieux que la beauté superficielle de la jeunesse qui s'estompe avec le temps. Épousez-moi parce que je ne peux imaginer affronter un autre jour sans vous à mes côtés, parce que quand je vous regarde, je ne vois pas ce que la société juge approprié, mais tout ce dont j'ai toujours eu besoin et que je n'ai jamais su que je cherchais. » Éléanore resta paralysée entre l'incrédulité et le désir désespéré, balbutiant: « Votre grâce, Alexander, vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai 40 ans, sans fortune, sans beauté et sans perspective. Je ne vous apporterai que scandale, chuchotement et la désapprobation de tous ceux qui comptent dans votre monde. Votre sœur me méprise déjà, et la société n'acceptera jamais une union si inégale. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme en Angleterre, jeune, belle et riche, des femmes qui vous apporteraient des alliances, des héritiers et l'approbation du beau monde.
Pourquoi sacrifieriez-vous tout cela pour quelqu'un comme moi? Mais le duc se releva sans lâcher ses mains et dit avec une certitude féroce: Laissez la société chuchoter, laissez ma sœur rager, laissez le monde entier désapprouver. Leurs jugements ne m'importent en rien face à la réalité de ce que je ressens pour vous. Vous parlez de ne rien m'apporter, alors que vous m'avez déjà donné tout ce qui compte vraiment. Vous m'avez montré ce que signifie être apprécié pour moi-même, plutôt que pour mon titre. Vous m'avez appris qu'un véritable partenariat vaut plus que toutes les alliances avantageuses de la chrétienté. Et quant aux héritiers, j'ai des neveux en abondance pour hériter de mes domaines. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une autre génération pour porter mon nom, mais d'une compagne pour partager les années qui me restent. Et il lui prit à nouveau le visage en coupe et dit avec une tendresse désespérée: Donnez-moi votre réponse, Éléanore, non pas ce que la société exigerait, mais ce que votre cœur sait être vrai. M'aimez-vous comme je vous aime? Pouvez-vous trouver le courage d'accepter ce que je vous offre malgré les obstacles? M'épouserez-vous et me laisserez-vous passer le reste de ma vie à vous prouver que vous êtes digne de toute la dévotion que je possède? Et Éléanore regarda dans ses yeux et y vit se refléter toute la solitude et le désir qui faisaient écho aux siens, toutes les années à exister plutôt qu'à vivre. Tout le désespoir silencieux des cœurs qui avaient renoncé à l'espoir d'être vraiment connus, et elle sentit quelque chose s'ouvrir en elle, un mur qu'elle avait construit autour de son cœur pour le protéger de la déception, et à travers ses larmes, elle chuchota le seul mot qui allait tout transformer. Oui. L'annonce parut dans le Times le lendemain matin, à l'endroit habituel réservé aux affaires d'importance de l'aristocratie. Un simple avis qu'Alexander Hartley, duc de Thornwood, avait l'honneur d'annoncer ses fiançailles avec mademoiselle Eleanor Ashworth de Somerset. À midi, la société londonienne avait explosé dans une frénésie de scandales et de commérages comme on n'en avait pas vu depuis une décennie. Les salons de Mayfair bourdonnaient de spéculations vicieuses sur les raisons possibles qui avaient pu conduire un duc à choisir une dame de compagnie sans le sou de 40 ans plutôt que les innombrables jeunes beautés qui se disputaient son attention. Éléanore était assise dans le salon du matin de l'hôtel particulier, les mains étroitement jointes sur ses genoux, écoutant le bruit des voitures qui arrivaient les unes après les autres, les visiteurs descendant avec une curiosité à peine dissimulée et une désapprobation à peine voilée. Elle sentit son courage vaciller en imaginant les remarques cinglantes qui lui seraient adressées, les regards apitoyés, les affirmations chuchotées, qu'elle l'avait piégé par des artifices qu'il valait mieux taire. Mais le duc était assis à côté d'elle, sa main couvrant la sienne à la vue de tous les visiteurs, et lorsque Lady Pemberton arriva avec une délégation de matrones clairement déterminées à le persuader de reconsidérer cette alliance désastreuse, il se leva et leur fit face avec une hauteur si froide que même sa redoutable sœur recula involontairement. Il dit d'une voix d'autorité absolue: « Je le dirai une fois et une seule, pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Mademoiselle Ashworth m'a fait l'honneur extraordinaire d'accepter ma demande en mariage, et quiconque ne peut lui montrer le respect dû à la future duchesse de Thornwood n'est plus le bienvenu dans cette maison, ni dans ma vie. » Le silence qui suivit sa déclaration fut profond et terrible, jusqu'à ce qu'il soit rompu par une voix inattendue. La duchesse douairière d'Ashford, une femme de 70 ans dont la parole avait du poids même dans les plus hauts cercles, s'avança et dit avec une clarté cristalline: « Votre grâce, j'applaudis votre excellent jugement. Je connais mademoiselle Ashworth depuis de nombreuses années, grâce à mon amitié avec Lady Somerset, et je peux attester qu'elle possède une intelligence, une grâce et un caractère bien plus grands que la plupart des demoiselles minaudières qui encombrent actuellement les salles de bal de Londres. Tout homme assez sage pour valoriser la substance plutôt que la beauté éphémère doit être félicité. » Elle se tourna vers Éléanore, lui prit les mains
et dit chaleureusement: « Ma chère, vous ferez une splendide duchesse, et j'ai hâte de vous rendre visite en cette qualité. » Peu à peu, avec hésitation, d'autres femmes plus âgées, lassées des obsessions superficielles de la société, commencèrent à exprimer leur soutien, ces femmes qui avaient un vécu assez longtemps pour comprendre qu'un véritable partenariat importait plus que le respect de règles arbitraires sur les âges appropriés pour le mariage. Et bien que les jeunes matrones restassent désapprobatrices et que les ragots continuassent de tourbillonner dans le beau monde comme du poison, Éléanore commença à comprendre qu'ils surmonteraient cette tempête parce qu'ils y feraient face ensemble. Leur première apparition publique, en tant que couple fiancé, eut lieu 3 nuits plus tard au bal des Bellingham. Éléanore s'habilla les mains tremblantes dans une robe de soie saphir foncé que le duc avait insisté pour lui faire, et lorsqu'elle descendit les escaliers pour le trouver attendant dans le hall d'entrée, il la regarda avec une admiration si ouverte qu'elle se sentit pour la première fois de sa vie vraiment belle. Il lui offrit son bras et dit doucement: « Laissez-les regarder, laissez-les chuchoter. Je veux que tout Londres voie la femme extraordinaire qui a accepté d'être mon épouse. » Ils entrèrent ensemble dans la salle de bal, dans un silence si complet qu'Éléanore pouvait entendre le bruissement de ses propres jupes de soie, puis les chuchotements commencèrent comme le vent dans les feuilles sèches. Mais le duc la mena directement au centre de la piste et réclama la première valse avec une fierté si possessive qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur sa dévotion. Et alors qu'ils se déplaçaient ensemble à travers les élégants motifs de la danse, Éléanore vit les chuchotements passer lentement du scandale pur et simple à quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une acceptation réticente, car même les plus rigides adeptes des conventions sociales ne pouvaient entièrement ignorer la profondeur évidente du sentiment qui les unissait. Et lorsque les puissants amis et alliés politiques du duc commencèrent à approuver publiquement le mariage et à demander des présentations à sa future épouse, la société commença progressivement à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un caprice passager ou d'un moment de folie, mais d'un véritable mariage d'amour qui ne se laisserait pas influencer par la désapprobation, et Éléanore sentit les liens de fer de la peur qui lui serraient la poitrine depuis l'annonce du matin se desserrer lentement, timidement. Alors que l'automne arrivait et que les feuilles commençaient leur transformation en cuivre et en or, Éléanore se retrouva prise dans les préparatifs d'un mariage qui semblait exister dans un royaume onirique bien éloigné des dures réalités qu'elle avait toujours connues. Le duc avait insisté sur une cérémonie intime plutôt que sur le grand spectacle mondain que sa position aurait pu exiger, et elle comprit ce choix comme un autre cadeau, sa reconnaissance qu'elle serait plus à l'aise entourée de véritables sympathisants plutôt que d'étrangers curieux venus la dévisager pour ce mariage scandaleux. Ainsi, la planification se déroula dans une joie tranquille à l'hôtel particulier, où Catherine se jeta dans chaque détail avec l'enthousiasme d'une jeune femme orchestrant son premier triomphe romantique. Éléanore se soumit à d'interminables essayages pour sa robe de mariée, restant patiente et immobile pendant que la modiste épinglait et ajustait la soie crème qui drapait sa silhouette avec une élégante simplicité. Elle s'apercevait dans le miroir et ressentait une étrange déconnexion entre la femme qu'elle y voyait, cette femme aux joues colorées et à la lumière dans les yeux, et la vieille fille résignée qu'elle avait été si peu de temps auparavant. Le duc semblait sentir ces moments d'incrédulité, car il se fit une mission de la courtiser avec une tendresse si délibérée qu'elle ne pouvait douter de la réalité de ce qui se passait. Il lui envoyait des fleurs chaque matin, avec des billets écrits de sa propre main, citant des poèmes qui parlaient d'amour durable plutôt que de passion fugace.
volant des moments seuls avec elle dans la bibliothèque où leur connexion avait commencé, arrangeant des livres qu'il ne lirait jamais, tandis que ses doigts trouvaient des excuses pour frôler les siens, se promenant avec elle dans le petit jardin derrière l'hôtel particulier, dans la lumière dorée de l'après-midi, lui parlant de son domaine dans le Derbyshire, où ils passeraient une grande partie de leur temps, et lui demandant son avis sur les questions de gestion domestique, comme si ses pensées avaient un poids égal aux siennes. Catherine se délectait de planifier chaque aspect de la modeste célébration, choisissant des fleurs d'automne pour la chapelle et consultant le cuisinier sur les plats préférés d'Éléanore pour le déjeuner de noces. Elle apparaissait dans les appartements d'Éléanore chaque soir pour discuter des progrès de la journée avec un plaisir si évident qu'Éléanore se surprenait à rire plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des décennies. La jeune femme dit un soir avec satisfaction : « J'ai su dès le moment où je vous ai rencontré que vous étiez exactement ce dont oncle Alexander avait besoin, quelqu'un qui l'apprécierait pour lui-même plutôt que pour son titre, quelqu'un dont le cœur avait été suffisamment éprouvé pour reconnaître la vraie valeur quand elle se présentait. » Éléanore l'embrassa avec gratitude pour cet allié inattendu qui avait si charmamment comploté en leur faveur. À la veille de son mariage, Éléanore était assise seule dans sa chambre, alors que le crépuscule s'installait dehors, se permettant de contempler pleinement l'extraordinaire transformation de sa vie, de dame de compagnie invisible, résignée à un célibat permanent, à épouse bien-aimée de l'un des pères les plus puissants d'Angleterre. Elle s'émerveilla du courage qu'il lui avait fallu pour accepter ce qu'il offrait, malgré toutes les objections raisonnables que son esprit pouvait fabriquer. Puis un laquais lui livra une lettre scellée de la main distinctive du duc, et elle l'ouvrit avec des doigts tremblants pour lire ces mots. « Ma très chère Éléanore, demain je prononcerai des vœux qui nous lieront aux yeux de Dieu et de la société. Mais sachez que mon cœur vous appartient depuis ses premiers jours à Somerset, où vous m'avez montré ce que signifiait être vraiment vu. Merci d'avoir eu le courage d'accepter l'amour que je vous offre. Merci de m'avoir appris que les meilleures choses de la vie ne viennent pas à ceux qui suivent les conventions, mais à ceux assez courageux pour revendiquer ce que leur cœur sait être vrai. Je compte les heures jusqu'à ce que je puisse vous appeler ma femme. » Éléanore pressa la lettre contre sa poitrine et sentit des larmes de pur bonheur couler sur ses joues, alors qu'elle chuchotait dans l'obscurité grandissante une prière de gratitude pour cette grâce inattendue. Le mariage eut lieu un matin où la lumière du soleil d'octobre filtrait à travers les vitraux de la chapelle privée du duc sur son domaine du Derbyshire, transformant le petit espace sacré en une boîte à bijoux de lumière colorée qui dansait sur l'ancien sol de pierre. Éléanore se tenait dans le vestibule dans sa robe de soie crème qui tombait en lignes élégantes de ses épaules au sol, tenant un simple bouquet de roses d'automne et de chrysanthèmes dorés que Catherine avait cueillis dans les jardins du domaine à l'aube. Elle sentit ses mains trembler lorsque l'orgue commença à jouer, et elle comprit que dans quelques instants, elle descendrait cette courte allée jusqu'à l'endroit où Alexander l'attendait, cet homme qui avait réussi à voir au-delà de toutes les limitations que la société avait imposées à sa valeur et l'avait choisi malgré tout. La chapelle ne contenait que leurs amis les plus fidèles. La duchesse douairière d'Ashford, au premier rang, avec Lady Somerset à ses côtés, les deux femmes tamponnant leurs yeux avec des mouchoirs en dentelle, et Catherine rayonnant d'un plaisir si évident devant le succès de son entremise, ainsi qu'une poignée des plus anciens compagnons du duc qui le connaissaient depuis assez longtemps pour reconnaître le bonheur authentique lorsqu'ils en étaient témoins. Alors qu'Éléanore commençait sa marche solitaire dans l'allée, elle leva les yeux pour trouver Alexander, la regardant avec une émotion si nue qu'elle faillit chanceler, car son expression ne portait aucune de la contenance ducale qu'elle avait l'habitude de lui voir porter en public, mais révélait plutôt une vulnérabilité qui lui serra le cœur d'une tendresse protectrice. Ils se tinrent ensemble devant le vieux chapelain
qui avait servi la famille Thornwood pendant 40 ans, et lorsque le moment vint pour Alexander de prononcer ses vœux, sa voix se brisa d'émotion alors qu'il promettait de l'aimer et de la chérir tous les jours de sa vie. Éléanore sentit des larmes couler sur ses propres joues alors qu'elle donnait ses réponses, se liant à cet homme extraordinaire qui lui avait appris qu'il n'était jamais trop tard pour la joie. Et lorsque le chapelain les déclara mari et femme, et qu'Alexander porta sa main à ses lèvres, puis l'attira près de lui pour leur premier baiser en tant que couple marié, elle entendit le rire ravi de Catherine résonner dans la petite chapelle et sentit quelque chose en elle, qui avait été enfermée pendant des décennies, s'ouvrir enfin, complètement. Le déjeuner de noces qui suivit dans le salon du matin du domaine fut une affaire intime de champagne, de pâtisseries délicates et de conversations faciles qui coulent entre des personnes qui tiennent sincèrement les unes aux autres. Éléanore se surprit à rire librement aux toasts portés en leur honneur, en particulier celui de Catherine, qui déclara qu'elle s'attribuait tout le mérite de l'union et s'attendait à être la marraine de tous les futurs enfants, une suggestion qui fit rougir Éléanore, même si Alexander lui serra la main sous la table et murmura qu'il ne trouvait pas l'idée du tout répréhensible. Ils partirent en début d'après-midi pour le pavillon de chasse du duc, au cœur des collines du Derbyshire, un endroit qu'il avait choisi spécifiquement parce qu'il offrait une intimité complète du monde. Le voyage à travers la campagne automnale se passa dans un brouillard de conversation calme et de silence confortable. La main d'Alexander tenant la sienne comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Lorsqu'ils arrivèrent au pavillon au crépuscule, Éléanore ressentit une pointe de nervosité à l'idée de ce que la nuit apporterait, car elle avait 40 ans et n'avait jamais connu le contact intime d'un homme. Alexander sembla sentir son appréhension, car il la fit entrer, et avant toute chose, lui montra la bibliothèque qu'il avait préparée avec ses livres préférés, et un fauteuil confortable positionné pour capter la lumière du matin. Il dit doucement : « Je veux que vous sachiez que c'est votre maison maintenant, que chaque pièce vous appartient, et nous procéderons en toute chose au rythme qui vous mettra à l'aise. » Sa douceur la désarma complètement. Cette première nuit se passa en tendre découverte. À la fois émotionnelle et physique, la révérence patiente d'Alexander alors qu'il l'aidait à ôter sa robe et lui montrait par le toucher et les mots chuchotés à quel point il chérissait chaque partie d'elle. Éléanore s'émerveilla des sensations qu'elle n'avait jamais imaginé éprouver, de l'intimité d'être tenue, connue et désirée non pas malgré ses années, mais en pleine reconnaissance de tout ce que ces années avaient fait d'elle. Et après, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, sa tête reposant sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, Alexander déposa un baiser sur ses cheveux et dit avec émerveillement dans sa voix : « Vous m'avez appris ce que le mariage devrait être, Éléanore, non pas une transaction de titres et de propriétés, mais une rencontre d'esprits et de cœurs, un partenariat entre égaux qui se choisissent librement. » Éléanore ressentit une gratitude si profonde pour le courage qu'elle avait rassemblé pour accepter ce qu'il offrait qu'elle pleura, et il la serra contre lui et comprit que c'étaient des larmes de joie plutôt que de chagrin, la libération de chaque année solitaire qui avait précédé ce parfait commencement. 5 ans plus tard, Éléanore était assise dans le salon du matin de Thornwood House, entourée de correspondances et de la lumière du soleil d'automne qui filtrait à travers les hautes fenêtres et illuminait le papier peint crème avec son délicat motif de roses grimpantes. Elle interrompit la lecture d'une lettre de la duchesse douairière d'Ashford pour sourire au son du rire de Catherine qui venait du jardin, où la jeune femme de 22 ans, récemment fiancée elle-même, se promenait avec son promis. Éléanore s'émerveilla, comme elle le faisait souvent, de l'extraordinaire transformation de sa vie, car elle avait maintenant 45 ans et était la duchesse de Thornwood, une femme dont on recherchait l'opinion sur les questions de gestion du domaine et dont la présence aux réunions sociales était appréciée non seulement pour son titre,
mais pour l'intelligence et la compassion qu'elle apportait à chaque conversation. La pièce elle-même portait la marque de son influence. Des étagères garnies de ses livres bien-aimés et un fauteuil confortable positionné pour capter la lumière du matin où elle passait des heures à lire ou à écrire des lettres au réseau d'amis qu'elle avait cultivé. Des femmes d'âge varié qui avaient trouvé dans son histoire un encouragement à vivre authentiquement plutôt que selon les prescriptions étroites de la société. Sur le mur était accroché son portrait, récemment commandé par Alexander, peint non pas dans une splendeur ducale formelle, mais assise dans la bibliothèque de Thornwood, avec un livre entre les mains et un doux sourire sur le visage, et il était accroché dans la galerie parmi toutes les duchesses précédentes, comme si elle y avait toujours appartenu. La porte s'ouvrit, et Alexander entra de ce pas déterminé qu'elle avait appris à connaître si bien. Et bien que l'argent parsème maintenant plus libéralement ses cheveux sombres, et que de fines rides se soient creusées autour de ses yeux, il restait pour elle le plus bel homme qu'elle ait jamais connu. Plus important encore, il n'était devenu que plus tendre avec le temps, plus ouvertement affectueux, plus disposé à exprimer les sentiments qui étaient autrefois restés enfermés derrière la réserve ducale. Il traversa la pièce jusqu'à l'endroit où elle était assise, déposa un baiser sur le sommet de sa tête, avant de s'installer dans le fauteuil à côté du sien et de prendre sa main dans ce geste qui était devenu leur communion constante. « Catherine semble très heureuse, observa-t-il en regardant vers la fenêtre, et Éléanore sourit et répondit que l'amour de jeunesse était une belle chose à voir. Alexander lui serra la main et dit doucement « Pas plus beau que l'amour durable, ma chère. » Et elle sentit son cœur se gonfler de la même gratitude qu'elle éprouvait quotidiennement pour le courage qu'elle avait rassemblé pour accepter ce qu'il lui avait offert 5 ans plus tôt. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable pendant un moment avant qu'Alexander ne reprenne la parole, lui disant qu'il avait reçu une lettre d'un vieil ami dont le neveu souhaitait courtiser une femme de 10 ans, son aînée, et faisait face à l'opposition de sa famille, et qu'il lui avait répondu en encourageant le jeune homme à suivre son cœur plutôt que les conventions. Éléanore sentit les larmes lui piquer les yeux à cette preuve que leur bonheur avait rayonné pour toucher d'autres vies, donnant à d'autres la permission de poursuivre l'amour sous quelque forme qu'il se présente. Cher auditeur, je partage cette histoire non pas comme une simple fantaisie romantique, mais comme le témoignage d'une vérité que notre monde oublie trop souvent, que la valeur n'est pas déterminée par la jeunesse, la beauté conventionnelle ou le respect des échéances arbitraires de la société, mais par la profondeur du caractère qui vient du fait de vivre pleinement, de ressentir profondément et d'avoir le courage de rester ouvert aux possibilités même lorsque toutes les voies raisonnables conseillent la résignation. L'histoire d'Éléanore nous rappelle que notre saison pour la joie n'est pas dictée par le calendrier ou les chuchotements cruels de ceux qui mesurent la valeur en termes si superficiels, mais par notre volonté de reconnaître et de revendiquer ce que nos cœurs savent être vrai quand cela apparaît enfin. Peut-être avez-vous aussi entendu ces voix vous dire que certaines opportunités sont passées, que certains rêves ne sont plus appropriés pour quelqu'un de votre âge, que vous devriez accepter une vie plus petite que celle à laquelle votre cœur aspire encore. Mais je vous encourage à vous souvenir d'Éléanore, debout dans cette bibliothèque à 40 ans, convaincue que sa vie était réglée et petite, n'ayant aucune idée que sa plus grande aventure ne faisait que commencer. Votre saison n'est pas passée, elle ne fait peut-être que commencer, et le courage d'espérer à nouveau, de risquer à nouveau, d'ouvrir votre cœur à une grâce inattendue, n'est jamais vain, même si le résultat diffère de ce que vous aviez imaginé. Puissiez-vous trouver la force de vous voir tel que vous êtes vraiment plutôt que tel que le monde voudrait vous diminuer. Puissiez-vous avoir le courage d'accepter l'amour, la joie et la possibilité lorsqu'ils apparaissent sous quelque forme que ce soit,
et puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que chaque année que vous avez vécue vous a raffiné pour faire de vous exactement la personne que vous devez être pour ce qui viendra ensuite. Pour plus d'histoires d'espoir et de commencements inattendus, abonnez-vous aux Chroniques du Cœur, et que vos rêves soient paisibles et vos lendemains radieux.